Bonjour et bienvenue à cette nouvelle table ronde. Je m'appelle Anne-André Dano et j'ai le plaisir d'animer cette conférence avec vous. Ce sera une conférence qui est en français. Et le titre est Cybersécurité pour une intelligence artificielle de confiance. On a la chance d'avoir 4 personnes spécialisées dans le domaine. Et rapidement, on veut vous parler du fait que l'intelligence artificielle est le sujet du moment, évidemment, quel que soit le type d'entreprise ou de secteur industriel dans lequel vous travaillez. L'IA de confiance est une nouvelle dimension de la confiance numérique. Son potentiel confirmé par les récentes avancées scientifiques appelle une attention particulière pour assurer que la confiance placée dans les systèmes d'intelligence artificielle permette leur pleine adoption. Alors, on va se demander comment concrétiser le cadre de confiance et comment la cybersécurité, qui en est un pilier, peut contribuer à protéger et participer au respect des données et également des processus d'opérationnalisation. C'est un nouveau mot que j'ai appris ce matin. Et j'ai le plaisir de vous présenter les panélistes, les gens qui seront avec nous pour cette cybersécurité pour une IA de confiance. Alors, d'abord, Pierre Lecalvez, qui est vice-président au Conseil cybersécurité chez CJI ou CGI. J'ai aussi Foutsé Com, qui est avec nous, qui est professeur au département de génie informatique et génie logiciel du côté de la Polytechnique de Montréal, et Gildas Wissinon, qui est manager architecture cybersécurité du côté de CAE. Et nous aurons évidemment le plaisir d'avoir avec nous aussi l'animatrice et modératrice de ce panel, Marie-Pierre Abbas-Girard, qui est responsable de la pratique de l'intelligence artificielle chez le Centre de recherche informatique de Montréal. Alors, on aura évidemment une période de questions à la fin si vous le désirez. Mais sinon, je vous laisse pour 45 minutes avec cette belle équipe sur l'intelligence artificielle. Bonne conférence. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? OK. Donc, ravi d'être là avec vous. Merci aux panélistes pour adresser ce beau sujet cybersécurité pour une IA de confiance. Alors, avec ce que je trouve très intéressant, une vision très globale de l'IA et de la cyber, puisqu'on a effectivement la représentation de l'industrie avec Gildas côté CAE, la représentation du monde académique avec le support de Foutsé, et également l'approche conseil, service, multi-client, cybersécurité avec la présence de Pierre. Alors, messieurs, l'IA, on en parle beaucoup, ça fait longtemps qu'on en parle, très longtemps même, que en particulier le langage naturel existe comme dimension de l'IA. On a vu émerger beaucoup de communication sur des outils qui sortent, qui popent sur le marché, qui reprennent effectivement ces acquis en termes d'IA, mais qui finalement ont beaucoup communiqué, puis ont généré, alors je vais dire par chance, une certaine inquiétude par rapport à ce que c'est que l'IA de confiance. Gros sujet. Alors ça a généré un petit peu d'inquiétude, ça génère de la résistance, ça génère beaucoup de questions. Alors, ce sont des fondations qui reposent finalement sur ce qu'on appelle, il y a plusieurs piliers dans l'IA de confiance, il y a l'IA sûre et sécurisée, ça va être le sujet d'aujourd'hui, mais il y a également l'IA durable, puis l'IA éthique et responsable, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui sont des piliers importants. Ces piliers-là, comme en tant que directrice du consortium Confiance.IA, nouveau consortium industriel qui a pour vocation justement de répondre aux besoins des industriels qui se lancent dans l'IA ou qui y sont depuis longtemps pour mesurer et quantifier le niveau de confiance de l'IA qu'ils développent, ce sont des sujets absolument centraux. Alors moi, mon quotidien en tant que consortium Confiance.IA, c'est de discuter avec ces industriels, puis de traiter ces sujets-là. Je me tourne vers mes panélistes. L'IA, c'est pas juste, ça peut être une solution black box, un outil qui existe déjà, mais ça peut être aussi une ingénierie back-end où on va fabriquer depuis la modélisation jusqu'au déploiement de fonctionnalités d'IA. Le but étant d'aller en production, d'aller opérationnaliser cette IA. Alors c'est pour ça que j'apprécie bien évidemment mes panélistes, mais encore plus pour la représentation qu'on a aujourd'hui. Donc encore merci d'être là. Alors, lançons la première question qui me paraît intéressante parce que dans la phrase et le thème d'aujourd'hui, on associe dans la même phrase l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Alors, messieurs, quel est le lien fort entre l'IA et la cyber? Merci pour l'excellente question. Est-ce que tout le monde entend bien? Oui? OK, parfait. Alors, quel est le lien entre l'IA et la cybersécurité? Ce que je peux déjà dire, c'est que l'IA, l'émergence
de l'IA ces dernières années a permis un développement d'un nouveau type d'application de plus en plus complexe qui sont en train de réaliser des services assez intéressants à l'industrie. Mais la particularité de ces applications-là, c'est que ces applications, contrairement aux approches traditionnelles où en général on avait des requis précis de ce qu'on voulait implémenter et on instruisait la machine à réaliser une série d'opérations pour nous fournir des résultats, cette fois-ci on dépend beaucoup des données. Donc on a une richesse de données qui contient un ensemble d'expériences intéressantes. Et ces nouvelles approches, l'apprentissage profond, l'apprentissage machine, qui en fait ce qui pousse l'IA vers l'avant ces dernières années, permet d'apprendre à apprendre. C'est-à-dire en fait on va développer un processus qui permet à la machine par elle-même de pouvoir générer des services. Et ce qui fait que, contrairement au système traditionnel, on a de nouveaux systèmes pour lesquels les données deviennent centrales. Parce que les données deviennent centrales et que les données, tout le monde le réalise, sont une entité assez sensible parce qu'elles encodent de l'information essentielle à la plupart des organisations. Parce que l'accès à ces données-là pose des risques accrus. L'adoption de l'IA dans les entreprises étend le périmètre de risque des attaques cyber. Donc, on avait des problèmes de cybersécurité traditionnels auxquels l'industrie était déjà familière. Mais là, en plus de ces problèmes traditionnels, on a de nouveaux types de problèmes qui émergent, en partie à cause de l'accès et la forte dépendance de ces données-là, de la nécessité de manipuler ces données, de faire évoluer ces systèmes-là en continu, et aussi de la complexité des mécanismes d'apprentissage qu'on utilise pour générer ces nouvelles fonctionnalités. Les menaces augmentent. Donc l'IA a amplifié les risques de vulnérabilité dans les systèmes. D'un autre côté, ces outils d'IA, ces dernières années, on a eu des outils, tout le monde a été bluffé quand ChatGPT est sorti. On a l'impression qu'on approche l'intelligence artificielle généralisée, donc c'est de plus en plus efficace, ce qui permet aussi de renforcer la boîte à outils des experts en cybersécurité. Donc l'IA est aussi un accélérant de la préparation pour la défense des systèmes. Parce qu'on peut utiliser ces outils-là pour mieux identifier les menaces, prévenir les attaques, se préparer à réagir. Une autre dimension, je vais juste mentionner ça et laisser mes collègues réagir là-dessus, c'est que la démocratisation de l'accès à l'IA a aussi permis de mettre dans la main de monsieur et madame tout le monde des outils assez efficaces qui permettent de monter les attaques. Donc ce qui fait que le nombre potentiel d'adversaires auxquels font face les systèmes industriels aujourd'hui est décuplé par le pouvoir de l'IA. Donc l'IA est en train de jouer un rôle submersif et central dans la cybersécurité telle qu'on l'a toujours connue traditionnellement. Je ne sais pas si mes collègues veulent réagir là-dessus. Oui, merci, effectivement. Donc moi j'ai pour habitude de découper le problème en deux grandes parties. Je pense que tu l'as très bien dit. Qu'est-ce que la cyber peut apporter à l'IA? Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme couche de sécurisation sur des problèmes qu'on avait déjà en cybersécurité, puisque l'IA, in fine, c'est des applications et des systèmes. Donc comment on peut améliorer cet aspect-là d'un point de vue cybersécurité? Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est comment l'IA peut amener à la cybersécurité des bonnes et malheureusement des mauvaises choses. Comment on va pouvoir essayer d'identifier d'un point de vue cybersécurité, sur quoi on peut capitaliser, notamment en termes de détection par exemple. Et puis malheureusement, comment les attaquants vont pouvoir tirer parti de ces aspects-là pour arriver à des choses malveillantes et gagner en capacité, et comment on va pouvoir se défendre vis-à-vis de ça. Étant impliqué dans l'IA depuis des années, j'adore entendre que la cyber, c'est pour l'IA et par l'IA. J'adore ces sujets-là. Alors, petite question, on est, à ce jour, vous l'avez très bien dit, messieurs, on est dans l'utilisation d'outils, mais on est aussi dans des équipes qui viennent de la R&D. Donc, effectivement, FTSE, je viens moi-même de la R&D, où nous fabriquons, nous customisons, nous personnalisons des modèles maison. Okay, donc, on part de très très loin dans une idée qu'on va traduire en modèle mathématique. On passe par de l'algorithmie, on prototype, on va en production, on déploie. Donc, c'est très très vaste. Alors, on a ces deux aspects à considérer. Donc, l'IA fabriquée, je dirais, puis l'IA qui va être plutôt, sans que ça soit trop péjoratif, mais qui est une black box, où on est obligé effectivement de considérer cette IA de confiance. On peut parler d'IA de confiance actuellement ou on se fait peur là tout de suite? Alors, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut parler de la confiance mitigée? Ça va être pour moi le propre en fait de toute fracture technologique. Parce qu'on se le dise, en fait, l'IA,
est en train de révolutionner la façon dont on fait beaucoup de choses. C'est pas pour rien en fait que, j'ai envie de dire, comme tu l'as dit, hein, l'IA était là depuis longtemps. Est-ce la crainte en fait de l'être humain de se voir créer quelque chose dont il va perdre le contrôle qui a fait en sorte que l'essor de l'IA a pris autant de temps? Pour répondre plus directement à la question, est-ce qu'on peut parler d'IA de confiance? J'ai envie de dire, j'espère que oui. J'espère que oui, en ce sens où c'est vrai que les GPT, BART et autres ont récemment fait exploser en fait ou vulgariser l'IA, mais on en a dans toutes sortes de choses en fait. Avant ça, on en avait dans toutes sortes de choses autour de nous. Alors, je vais parler dans l'aviation, qui est un secteur que je connais un peu plus. Ben, ça fait longtemps en fait que le pilotage automatique, ça existe. C'est de l'IA. Est-ce qu'il y a certaines phases en fait d'un vol qu'on laisserait opérer entièrement par la machine? Probablement non. Donc c'est en cela que je parle en fait de degré de confiance en fait en matière d'utilisation en fait d'IA. Et je suis heureux qu'on prenne la mesure en fait de ce que l'IA peut permettre de faire, et on réalise également l'IA tient en son cœur même, j'ai envie de dire, sa propre menace en fait. Ça ressemble à l'animal qui peut se manger, qui peut s'autodétruire si l'être humain n'y met pas en fait, j'ai envie de dire, l'éthique, comme tu as dit, toute la question en fait de, ok, entre ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire, il faut qu'on mette en fait le filtre humain, quoi. Voilà. Donc il y a de confiance, oui, mais cette confiance-là doit être imprégnée, conduite et imposée en fait par l'usage que les êtres humains ou les entreprises en fait en font. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il y a de confiance, j'espère bien, parce que une bonne partie de mon intérêt dans la recherche en IA, c'est de développer des systèmes dignes de confiance. Je pense que c'est quelque chose auquel on doit aspirer. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut réaliser, mais ce n'est pas sans défi. Je pense que pour renforcer la confiance dans l'utilisation des systèmes d'IA, je vois au moins deux niveaux. Il y a déjà l'hygiène, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on utilise un système d'IA qui a été développé, il faudrait déjà avoir une bonne compréhension de comment le système fonctionne, et les méthodes d'hygiène qui traditionnellement s'appliquaient déjà au système classique doivent être préservées, mais encore renforcées. Par exemple, si vous utilisez ChatGPT, vous invoquez une interface de programmation cliente d'une compagnie et que vous vous mettez à interagir avec l'information censée, il faut avoir une bonne compréhension du cycle de vie de cette information. Il faut comprendre que les modèles d'IA qui réalisent des performances assez impressionnantes aujourd'hui, en grande partie mémorisent des choses. Donc, ils ont analysé les données, ils ont mémorisé des aspects récurrents dans les données qui leur permettent, c'est ce qui permet de supporter leur réaction quand on leur donne des tâches à faire. Alors cette mémorisation-là fait que si vous êtes dans votre entreprise, il y a potentiel que de l'information sensible de votre entreprise soit mémorisée par ces systèmes-là. Alors, si ces systèmes-là interagissent à l'extérieur du périmètre de votre entreprise, il faut avoir une compréhension qu'il y a les risques qui viennent avec ça. Donc je pense que l'hygiène est essentielle et c'est pour ça qu'il y a un besoin de développer des bonnes pratiques et de former et sensibiliser à l'utilisation des systèmes d'IA. Donc ça, c'est le point de l'utilisation. Maintenant, du côté de la construction des systèmes, j'ai mentionné un peu au début, traditionnellement, le périmètre d'un système logiciel traditionnel, malgré le fait que la cybersécurité c'est une quête permanente, était relativement bien compris. Mais aujourd'hui, avec l'IA, il y a tout un pipeline qui va de l'extraction de données vers la production des modèles qui sont par la suite intégrés dans les systèmes qu'il faut maîtriser. Et ce pipeline-là expose l'organisation a plusieurs risques potentiels. Par exemple, les données peuvent être empoisonnées. Donc, si vos données sont empoisonnées, le modèle qui va en résulter, ce modèle pourra être manipulé. On peut étiqueter vos données pour mettre ce qu'on appelle des portes dérobées dans le système. Donc, vous pouvez produire un modèle qui a une porte dérobée. Si vous n'avez pas une bonne compréhension de cet aspect-là, ce modèle intégré dans votre organisation va être exploité par l'initiateur de cette porte dérobée-là. Donc, il y a plusieurs menaces tout au long du cycle de vie de la production de ces modèles-là. Et une fois que le modèle est déployé dans le système, parce que ces modèles évoluent en permanence, ils sont appelés à être rafraîchis, à être mis à jour.
qui fait qu'il y a toujours une exposition potentielle de l'information et aux différentes menaces. C'est pourquoi je pense que c'est essentiel d'avoir des bons outils, et je pense que ça c'est la cour de Marie-Pierre, qui permettent de bien comprendre ce qui se passe dans les systèmes, de les évaluer correctement, de détecter les menaces, de détecter ces vulnérabilités-là, et ensuite permettre de développer des mécanismes qui protègent l'organisation. Je voudrais juste rajouter, effectivement, c'est très vrai ce que tu dis, et d'autant plus qu'une fois qu'un modèle d'IA arrive auprès du public, on voit déjà des utilisations malveillantes qui sont faites. C'est le cas déjà pour ChatGPT, avec des variantes sans aucun contrôle, comme WormGPT ou HackGPT, qui permettent de faire gagner énormément de temps aux attaquants, que ce soit sur le développement de nouvelles manières d'attaquer les systèmes, de pen testing par exemple, voire même des modèles qui sont complètement, où on a fait tomber toutes les barrières éthiques, toutes les barrières de propriété intellectuelle, elles sont toutes tombées. Et donc c'est vraiment d'autant plus important quand on construit un système d'IA. Cette question d'éthique et de confiance, elle est vraiment au cœur. Est-ce que c'est un modèle qu'on va donner au public ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va garder dans l'entreprise? Et si c'est quelque chose qu'on va garder dans l'entreprise, à quelle fin il va être utilisé? Est-ce qu'il ne pourrait pas être utilisé d'une manière détournée de ce modèle-là? Et cet aspect-là, au cœur de la création, j'ai envie de dire dans les phases d'idéation, elle doit vraiment être discutée dès le départ. C'est super intéressant parce que c'est très contraignant aussi. On s'entend que fabriquer l'IA, puis je reviens souvent sur ce sujet, c'est pas uniquement des scientifiques de données ou des mathématiciens qui vont la faire. On adorerait, mais c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est que c'est multidisciplinaire. Donc ce que j'entends là, c'est qu'on est obligé, pour arriver dans une solution et une utilisation de solution qui soit correcte en termes de sécurisation, puisqu'on focus, sans parler de l'éthique et de la responsabilité, mais on focus là, on est obligé de rentrer dans un esprit cyber que moi j'aime beaucoup, alors parfois qui peut surprendre, mais le côté je gère par le risque. C'est-à-dire je gère par le risque depuis le début. Depuis le début, ça veut dire que, étant donné qu'on part du principe qu'une IA est appliquée à un besoin industriel, c'est pas juste pour faire joli, hein, c'est pas juste pour plaire à des mathématiciens, une IA, c'est pour répondre à des défis d'affaires. Dès le début, on doit rassembler les gens d'affaires, mais on doit rassembler aussi les gens qui ont la vision très appliquée du cadre risque, gestion des risques propre à la cyber, depuis le début et tout au long du cycle de vie de l'IA. Donc certains, je l'ai vécu plein de fois, vont me dire ça rajoute de la lourdeur. Bienvenue dans le monde de la lourdeur parce que c'est ça qui va garantir qu'une solution est opérationnalisée. Donc c'est absolument fondamental. Alors j'ai beaucoup aussi aimé le pour et le par l'IA. Si on peut revenir, messieurs, si vous le voulez bien, sur la question, l'IA doit respecter un cadre de cyber, ça on l'a bien dit, mais j'ai aussi entendu que l'IA, et puis on le sait bien, s'il y a des hackers dans la salle, tout le monde le sait, que ce sont des technos qui sont utilisés pour complexifier des attaques, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas arriver. Parce qu'effectivement, il y a un cadre cyber qui est quand même très bien réglé, mais il y a des attaques très originales. Alors est-ce que vous pourriez me dire un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine-là, puis qu'est-ce qu'on fait justement pour éviter des attaques de plus grande complexité? Je pense que, enfin, on le disait un peu, hein, c'est les mêmes principes en fait d'ingénierie classique. C'est déjà par là qu'on commence, cette hygiène-là. Comme tu l'as dit, l'IA vient répondre à des besoins d'affaires. Aujourd'hui, je veux produire n'importe quel autre système pour répondre à un besoin d'affaires, on va documenter des requis. Le Security by Design, qui est ce principe en fait qu'on promeut encore et encore, ça veut que déjà, au niveau de l'établissement des requis, on pense à ce qu'on va appeler plus vulgairement les misuse cases. Comment cet objectif d'affaires-là que je veux atteindre, ok, j'ai mon happy path, mais comment est-ce que cet objectif peut également être abusé? Comment est-ce qu'on peut en abuser? Donc, quand on commence à concevoir en partant avec des principes en fait de conception sécuritaire, les autres étapes en fait du cycle de vie, parce qu'effectivement,
l'IA, oui, même si c'est un black box, ça va rester en fait de l'intégration en fait de différents éléments. Donc les interfaces, comment est-ce qu'on les gère, comment tu sanitises en fait tes inputs, comment est-ce que tu t'assures de contrôler ce qu'on appelle les risk conditions. Donc si tu ne sanitises pas tes inputs, ensuite c'est vrai que par contre c'est là où l'IA devient plus challengeant. J'ai envie dans de l'algorithmie traditionnelle, tu mets des if, et puis au bout de ligne, tu mets un else pour contrôler en fait ce que tu veux que l'outil fasse en bout de ligne. Mais bon, l'IA étant un système apprenant, c'est là où il peut te déjouer. Et c'est là où justement le contrôle, la connaissance en fait de ce que le modèle est supposé faire. Une fois que tu as compris le modèle, penser encore là d'un point de vue sécurité, cybersécurité, comment est-ce que le modèle en fait peut déraper et le plus possible en fait mettre les contrepoids en fait derrière. Oui, là on parle beaucoup aujourd'hui de l'IA, mais j'ai envie de dire c'est le même défi, c'est au même défi en fait que nous exposent tous les sauts technologiques. Le cloud, ça a été un peu pareil. Au début, on se disait bon ben allez, je suis dans le cloud, je suis sécuritaire. Oh mon Dieu, on s'est vite rendu compte que non. Il a fallu apprendre à travailler, à vivre en fait avec ce nouveau paradigme. C'est pareil en fait avec l'IA. L'hygiène, comprendre en fait ce que fait le modèle, adapter nos façons de faire à ce nouveau paradigme. Et puis évidemment, on va avoir beaucoup d'outils en fait qui vont sortir, qui vont se démocratiser et qui vont éviter en fait de réinventer la roue. Donc je laisse Foutse. Je suis tout à fait d'accord en fait. Je pense que Gildas l'a bien résumé. À mon avis, la seule nuance que je pourrais juste apporter, c'est que c'est une technologie qui est en constante évolution. Ce qui fait que les menaces vont aussi évoluer. Donc c'est vraiment important pour les organisations de réaliser une sorte de veille pour avoir une bonne compréhension de ce qui s'en vient et d'adopter les meilleurs outils de l'état de l'art qui sont produits pour chaque type de modèle en temps et dû, de réaliser, par exemple, lorsque vous avez des systèmes aujourd'hui, vous faites des tests de pénétration, vous faites différents types d'exercices sur votre infrastructure pour vous assurer que vous êtes protégé pour les prochaines attaques. Je pense que la même pratique doit s'appliquer au système d'IA. Il faudrait avoir une compréhension extensive du mode de fonctionnement de cette solution-là, des différentes vulnérabilités auxquelles elle s'expose. En amont, il faut être proactif. Il faudra avoir une approche proactive qui permet de diagnostiquer tôt pour remédier à ces issues-là avant, pour éviter que cela soit exploité. Effectivement, je pense que c'est assez essentiel. Donc un cycle de développement sécurisé comme on a l'habitude de le voir, je pense que c'était très vrai ce que tu disais, avec en plus les spécifications qui sont liées aux algorithmes d'IA et comment on pourrait les détourner. Ça, il y a déjà des frameworks qui existent, hein. C'est un peu toujours délicat d'arriver dans ces aspects-là, mais il y a déjà des frameworks qui existent et qui vous conseillent sur ce que vous devriez ajouter dans vos cycles de développement comme point de contrôle pour essayer de minimiser les risques associés à ça. Le NIST a publié quelque chose, l'OWASP a publié quelque chose, vous en avez beaucoup. À vous de trouver celui qui vous correspond le mieux en fonction de votre organisation. Mais vous avez déjà des outils aujourd'hui qui peuvent vous aider et vous conseiller sur ces aspects-là. Dans la vraie vie, être proactif, c'est difficile. Hein. Okay. Quand on est attaqué, un des paramètres fondamentaux d'une bonne cyber, c'est de pouvoir revenir à un état nominal. J'en viens aussi à penser, donc ça c'est un premier questionnement que je lance un petit peu dans la galaxie, donc ça doit quand même pas être simple hein, quand on est attaqué justement de faire et l'analyse et puis très rapidement revenir dans l'état nominal. Hein. On a des enseignements quand on le fait, mais c'est rock'n'roll, on s'entend. J'en viens aussi à l'utilité, parce que là on parle beaucoup fabrication, vous me touchez. Back-end, ingénierie d'IA, c'est effectivement ce que beaucoup, surtout à Montréal, c'est un hub d'IA, donc c'est ce que nous faisons beaucoup. Mais il y a aussi des outils qu'on utilise. Okay. Alors, renforcer cette utilisation-là d'outils en termes d'outils basés sur de l'IA, okay, de cybersécurité, comment fait-on? C'est quoi quand moi, par exemple, dans Confiance.ia, j'ai des industriels en face de moi qui sont préoccupés par ça, qui me disent bah, j'ai déjà des outils, mais je voudrais être sûr okay, que c'est compliant. Sans parler des réglementations de gestion de données privatives et tout ça. Juste savoir qu'on est dans une IA sûre et sécurisée. Quelle est l'approche quand on est en train d'utiliser une black box quelque part?
On n'est pas dans du développement, donc on n'a pas de DevSecOps à faire, on a juste une analyse. Comment fait-on c'est un audit, ça se passe comment? Juste pour ajouter rapidement, effectivement, moi je pense qu'il faut fonctionner de la même manière qu'on pourrait fonctionner avec n'importe quel autre outil en entreprise. Aujourd'hui, on fonctionne déjà avec des Microsoft, des SAP, des Oracle de ce monde, donc leur demander des garanties sur comment ils ont intégré cet aspect d'éthique et de protection de non-utilisation malveillante de leurs outils, ça pourrait déjà être un bon début en gestion de tiers, tout simplement. Et puis après, ça ne vous dispense pas de faire vos propres tests, comme si vous aviez développé le produit, dans les limites de ce que vous avez le droit de faire, bien sûr, parce qu'il y a quand même une propriété intellectuelle derrière, mais ne pas hésiter à les challenger, quand de toute façon, vous allez être amené à faire vos propres tests en interne, probablement que ces produits vont également passer dans le scope des tests. Donc voilà, réaliser des tests d'intrusion quand les fournisseurs vous le permettent, leur demander des garanties sur les algorithmes, leur demander de réaliser eux-mêmes les tests, c'est vraiment des choses sur lesquelles aujourd'hui, malheureusement, la propriété intellectuelle, ou heureusement aussi pour certains, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en vivent aujourd'hui de la propriété intellectuelle, mais quand elle est faite intelligemment, ça se passe très bien. Donc c'est ce genre de garantie qu'on peut essayer de demander en tout cas. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est essentiel. Un point sur lequel je pense qu'il est aussi peut-être essentiel, c'est je pense que pour l'industrie en général, c'est important de mutualiser les efforts. Parce qu'on a une technologie qui évolue vite. Différents industriels sont exposés à différents aspects, à différentes parties du problème. Alors, je pense qu'une bonne documentation des cas, un bon partage, je pense qu'on commence à observer, il y a des bases de données qui sont en train de voir le jour où on spécifie, on décrit des cas d'attaque, des scénarios qui ont été vécus par différents systèmes dans différentes industries et avec des mécanismes de rémédiation. Je pense que par cette approche de mutualisation de l'effort, on augmente notre capacité à réagir. Parce qu'on pourrait anticiper sur certaines des menaces et on pourrait développer de meilleurs outils ou avoir un accès de façon plus proactive sur certains outils qui découlent de certains cas qui ont été publiés par d'autres. Donc je pense que c'est vraiment important pour renforcer la confiance. Ça a du succès dans toutes les industries, dans l'industrie aérospatiale, la cybersécurité, dans toutes les industries, la mutualisation, le partage des cas, le diagnostic des problèmes, des post-mortem, tous ces outils-là, c'est ce qui permet d'apprendre peut-être un peu plus vite que l'adversaire ne se déploie sur les systèmes. Je pense que ça, à mon avis, ça contribuera. Très intéressant point de FTSE sur la mutualisation des efforts. On a à Montréal plein d'initiatives, des rideaux à droite, à gauche, de choses qui existent déjà mais qui sont refaites. C'est un des points de confiance.ia, c'est de rassembler multi-industries autour d'un sujet commun de confiance en IA. Exemple, l'anonymisation des données, c'en est un. Qui utilise un PaaS, une plateforme as a service ou un SaaS, un software as a service, sans se demander je suis un petit peu froid à communiquer mes données, c'est quand même des données personnelles d'employés, c'est des données corporatives, c'est des données... Et qui va se dire, je vais anonymiser, fine. Mais on anonymise comment 100% pour que derrière, on veuille faire du prédictif ou de l'apprentissage qui est zéro valeur d'affaires? C'est quoi le but? Il est où le slider de dire, j'ai fait une bonne anonymisation? C'est des sujets multi-industriels. Donc c'est exactement le point de FTSE, c'est que à Confiance, actuellement, on travaille sur ces problématiques avec des industries, vous seriez étonné de la diversité sur ce même cas d'usage. Donc c'est ça, c'est fabriqué, comme le dit FTSE, ça pourrait être une méthodologie, ça pourrait être un cheminement de certification de propriété de confiance. C'est ces problématiques-là qu'on adresse à confiance.ia, c'est complexe, hein. On est bien dans l'IA depuis longtemps, on le sait que c'est complexe, mais c'est ça qu'on doit faire. Parce que c'est ça qui va réussir et qui va mener l'écosystème montréalais à la victoire, c'est-à-dire de l'IA qui fonctionne en prod. Je m'arrête là. Oui, absolument. Je ne peux qu'abonder dans le même sens. Et même, j'ai envie de dire, les problèmes que pose l'IA, oui, ont la particularité propre à l'IA, mais les solutions sont dans ce qu'on sait déjà faire. On a fini par comprendre, en fait, l'industrie de la cybersécurité, qu'il faut arrêter de se faire peur. Ceux contre qui on travaille
travaillent ensemble depuis longtemps. C'est-à-dire, quand tu prends en fait la chaîne de weaponisation, tu vois quelqu'un qui a commencé quelque chose, l'autre le récupère, l'intègre, et puis ben voilà, c'est comme ça qu'ils sont capables de scaler. Apprenons-en. On a eu du succès là-dedans sur diverses choses. Je veux dire, OASP, par exemple, c'est fulgurant comment ça a permis de vulgariser en fait les bonnes pratiques de développement. Et pareil, adoptons des communautés de pratiques. Je suis content d'entendre que Confiance.ia est sur ce positionnement-là et on ne peut qu'applaudir en fait ce genre d'initiative. Je vais à l'occasion tacler un peu mon ami Foutsé sur le secteur académique parce que j'ai envie de dire, oui, la recherche, c'est d'abord par curiosité, mais si on veut pousser la chose, justement, l'aspect de la curiosité, puis dire, OK, allez, cette bête-là qu'on est en train de sortir, en fait, de nos tripes, et si on la sortait avec son antidote en même temps? Si on bâtissait à l'intérieur, en fait, des chaires de recherche en IA, des aspects de cybersécurité. Je sais que ça préoccupe énormément mon ami Foutsé, mais bon, je veux quand même aller enfoncer un peu ce clou-là pour dire oui, en industrie, c'est vrai qu'il y a la part de responsabilité, mais la réalité, sans dire que en fait, dans les chaires, l'aspect rentabilité, on n'en tienne pas compte, mais quand ça vient sur l'industrie, c'est encore plus fulgurant, c'est le time to market. Donc, si on sait qu'en amont, allez, il y a un creuset qui a déjà en fait potassé un certain nombre de choses et qui a contribué à dire, ah ben attention, ce truc-là qui arrive, et puis en fait, oui, il faut rendre crédit aussi, hein. Quand on a commencé à perdre le contrôle un peu sur les GPT, BART et tout le reste, c'est quand même ce même forum qui a dit, attention, ce truc, on commence à en perdre le contrôle, il faut qu'on ramène le cheval à l'écurie, quoi. Voilà, donc je ne sais pas si Foutsé... Je vais rebondir là-dessus. Juste pour te dire que tu as été entendu. Par exemple, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, on a lancé un nouvel institut en cybersécurité, la Polytechnique Montréal. Il y a des chaires qui partent de cet institut-là qui vont se focaliser sur ce qu'on appelle la cyber-résilience. C'est-à-dire qu'en fait, on fait aussi de la recherche sur les meilleures façons de développer des systèmes qui ont déjà des garanties de sécurité by design. Donc ça se fait. Le point sur lequel la recherche devrait attendre que la solution soit mature avant de mettre dans les mains de l'industrie, je pense que c'est un peu plus controversé. Je pense que chacun a son rôle là-dedans. Si on regarde ChatGPT a été produit par OpenAI, qui est une entreprise. Mais toute la science derrière ChatGPT, elle existait depuis longtemps, les mécanismes d'attention. Elle a été produite par la recherche, elle a été publiée et rendue en libre accès. Donc je ne pense pas qu'on peut s'attendre à ce que le génie reste dans la bouteille trop longtemps. Parce que l'industrie, les startups sont actives, elles ont besoin de générer de la valeur. Donc, je pense qu'il y aura toujours des solutions qui vont être mises sur le marché avant peut-être leur maturité théorique. C'est pour ça que la recherche collaborative est un bon véhicule. Donc, je pense que c'est une boucle, c'est une réaction, chacun a son rôle à jouer, de mon point de vue, donc vous êtes entendus. Non, je pense pour terminer là-dessus, je pense qu'il y a deux mots que à la fois la recherche académique et l'industrie peut garder en tête, c'est gestion des risques. On en parle tout le temps en cyber depuis déjà très longtemps. Ça s'applique également à l'IA. Et puis l'éthique, vraiment, ce qui est développé, commencer à essayer d'identifier les éventuelles utilisations malveillantes de ce qu'on produit. C'est vraiment deux mots, je pense, qu'il faut essayer de garder en tête à ce niveau-là. Merci beaucoup. On parlerait longtemps, hein. Merci, messieurs. Je vais peut-être prendre des questions. Si vous en avez. Est-ce qu'il y a des questions? Quelles qu'elles soient. Michael. Ouais. Faut te lever, faut te mettre sur le... Tu parles peut-être un peu fort, ça nous évitera de mettre les masques et les casques. Les masques aussi d'ailleurs. Au niveau des organisations, par rapport au sujet de l'AI de confiance, est-ce que ce sont des problèmes de maturité du marché par rapport à ce sujet-là? Est-ce que ce sont des choses que les dirigeants découvrent?
parce que c'est relativement nouveau. Je veux dire, le risque cyber, ça a mis du temps à devenir une évidence pour les comités de direction. Comment vous adressez justement cette nouveauté et ce besoin de monter en compétences? Voilà, je vais me permettre de prendre la question de Michael. Merci Michael pour la question. L'IA appliquée, pour ceux qui me connaissent, c'est mon dada. Alors, effectivement, mes équipes ont livré des solutions, par exemple en apprentissage machine, voire des solutions hybrides avec du couplage recherche opérationnelle ML, en production, sur des industries diverses. Les principales préoccupations, pour vous faire rire un petit peu, je me suis parfois retrouvée au tout début du projet, juste avec l'idée d'affaires, à organiser des réunions avec les gens d'affaires qui étaient censés réfléchir avec nous, voire utiliser la solution finale. Et je me suis retrouvée seule dans des salles à les attendre parce qu'ils ne venaient pas. Alors, premier souci, c'est la résistance. On est des êtres humains. L'IA, la binarité, c'est on imagine le robot, on imagine je perds mon job et on résiste à outrance, ce qui est tout à fait notre droit. Donc l'adoption de l'IA, comprendre ce que c'est, on reste dans de l'IA faible by the way, hein, on parle beaucoup d'IA mais c'est de l'IA faible, donc c'est de l'IA qui ne décide pas à la place de l'homme, hein. On est là actuellement. Hein. Donc ce sont des outils de recommandation, des choses comme ça, mais malgré ça, quand on y est, c'est difficile. Alors, il faut expliquer, il faut vulgariser, puis il faut entraîner. C'est-à-dire que les gens d'affaires qui vont utiliser vont créer la solution. Donc, c'est la première résistance, le premier frein. Le deuxième, c'est les données. Et je dirais, je ne sais pas si c'est classé d'ailleurs. C'est kiff-kiff. Partager les données d'entreprise. Mais pourquoi ferais-je ça? Ça a été un des premiers réflexes des fintechs il y a 12 ans, 12-15 ans, quand ils décidaient d'avoir leurs propres équipes internes pour travailler les données corporatives au niveau de l'IA. Même les premiers RPA modèles étaient là-dessus. Là. Donc c'est beaucoup ça. Et on est obligé du coup d'être très très clair et très très fin sur la quantification du risque. Okay, on est obligé de parler chiffres. On est obligé de mettre des indicateurs, des seuils. Et c'est ça qui est difficile à faire. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Je passe la main, monsieur. Non, juste pour abonder dans ce sens-là, effectivement, on parle de risque cyber depuis déjà des décennies, hein, je pense. Beaucoup d'entreprises n'y sont pas aujourd'hui, clairement. Maintenant, l'IA a permis de démontrer beaucoup de choses, notamment au niveau de la protection des données. Quand c'est dans la main de monsieur et madame tout le monde et qu'on met des données d'entreprise dans un chat GPT, aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises beaucoup plus rapidement qu'avant en entreprise, ce qui n'était peut-être pas le cas quand on développait son logiciel dans son coin, qui était donné à 10, 20, 15 personnes. Aujourd'hui, c'est monsieur et madame tout le monde qui se mettent à mettre du code de l'entreprise, à poser des questions à un robot où on ne sait pas trop où vont les données, on ne sait pas trop si on va perdre la propriété intellectuelle, parfois on la perd, c'est dans les mentions légales. Voilà, donc il y a une prise de conscience qui est plus rapide que dans d'autres domaines, à juste titre. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que le domaine est en train de gagner en maturité. Donc, on n'y est pas encore, mais c'est pour ça que tous ces efforts, tous ces événements sont vraiment essentiels. On commence à réaliser ces risques-là. On ne sait pas encore très bien les quantifier. De plus en plus, on améliore justement notre compréhension. Il y a des frameworks qui émergent, mais les décideurs, et ça en général, c'est encore parfois dans beaucoup d'organisations au niveau des équipes d'opération. Les décideurs, parfois encore un peu de distance vis-à-vis de ces problématiques-là. Donc je pense que ça va faire son chemin, ça c'est sûr. Mais quand on regarde la courbe d'accélération de la technologie, je pense quand même que très vite, les gens vont réaliser. Là, parce qu'on commence dans certains contextes, on commence à parler même de risques, je vais mettre entre guillemets existentiels. Parce que si l'IA forte émerge et commence à être adoptée en industrie, je pense qu'il vaudrait mieux avoir été proactif plutôt que de réagir en réaction à ainsi de suite. Je pense qu'on va y arriver. Votre question? Oui, je t'en prie. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup pour la présentation, c'était vraiment intéressant. Ma question concerne la formation. On a beaucoup parlé de sécurité de l'IA. Je me demande quelle est la place que prennent ces thématiques-là dans les programmes de formation, que ce soit dans les formations professionnelles ou en université. Je sais qu'il existe beaucoup de programmes en apprentissage automatique, en apprentissage profond, mais quelle place prennent ces thématiques de confiance et de sécurité dans la formation? Merci. Bon, j'ai l'impression que c'est une question téléguidée pour moi. Alors, je dirais que c'est
ça ressemble beaucoup à ce qui se passe dans l'industrie. C'est-à-dire que le programme traditionnel, dans la plupart des universités, couvre pas assez les aspects risques, sécurité de l'IA. Mais si vous regardez la dernière année, le keyword AI Safety, c'est le buzzword de la communauté de recherche en IA maintenant. Donc il y a eu comme une prise de conscience, il y a eu l'effet ChatGPT. J'ai un collègue qui aime y faire référence en parlant de l'effet jurassique. Donc, le dinosaure est sorti du parc et on ne peut plus l'ignorer. Donc il y a beaucoup d'efforts pour aborder les problèmes de la sécurité de l'IA de divers aspects. Il y a les problèmes d'alignement. Dans les modèles d'IA fortes, est-ce qu'on est capable de les aligner sur nos valeurs? Est-ce qu'on est capable de nous prémunir d'évolutions non contrôlées de ces systèmes? Donc, c'est au cœur du débat. Vous l'avez sûrement aussi entendu, c'est au cœur du débat sur la réglementation. Donc, de plus en plus, on a des workshops sur nos campus. De plus en plus, on a des cours, on a des universités où des nouveaux cours sont créés. On a de nouveaux groupes de recherche qui commencent à se pencher là-dessus. Donc, j'ai bon espoir que, comme dans l'industrie, on est sur une courbe où ça va devenir de plus en plus central, en fait. D'un point de vue cybersécurité, on a l'événement inverse aussi, c'est qu'on a beaucoup d'apports d'IA qui rentrent dans le cursus de formation cyber, à la fois pour les bonnes choses, pour comprendre un peu comment ces mécanismes de détection marchent mieux que ce qu'il y avait avant, et à la fois pour présenter les aspects un peu malveillants, parce que pour se protéger de quelque chose, il faut le connaître. Donc comment sont utilisés de manière malveillante les algorithmes d'IA, ce à quoi les attaquants maintenant ont accès comme nouvelle fonctionnalité. Et ça prend pleinement part au cursus de formation en cyber maintenant, clairement. Merci, messieurs. Une dernière question peut-être? Oui, non? Je n'ai pas mis mes lunettes, mais je ne vois pas de main levée. Non? Ok. Oui? Ah, super. En Bonjour. termes d'IA, sur un rétex, elle se débrouille mieux en défense ou en attaque? Est-ce que l'IA se défend mieux? Je pense que l'attaque a toujours une avance, clairement. Dans tous les aspects de cybersécurité, les attaquants ont toujours une longueur d'avance et on découvre tous les jours de nouvelles manières d'attaquer. Donc l'attaque a toujours de l'avance, les utilisations malveillantes sont déjà là aujourd'hui, aussi bien sur le développement d'exploits que l'analyse de données à la volée, même maintenant ChatGPT commence à casser des algorithmes cryptographiques. Voilà, donc bon, pas du AES, hein, on s'entend, mais voilà, des algorithmes qui sont considérés comme faibles. Donc l'attaque a toujours une longueur d'avance. Maintenant, ça va être à nous, si vous êtes ici, je pense que ce n'est pas par hasard, ça va être à nous de jouer notre rôle et d'essayer de faire en sorte que ça soit de plus en plus efficace niveau de défense et niveau de détection des attaques. Un très beau sujet d'attaque, hein, je ne l'aurais pas dit. C'est la biométrie vocale qui est étudiée de très très près et qui est ultra manipulable. Je m'aligne là-dessus. Et moi, je dirais que les attaquants, ce qui leur donne un avantage, c'est le fait qu'ils sont beaucoup plus agiles en général. Ils sont mieux organisés. Les outils d'IA sont de plus en plus disponibles. On a l'open source de l'IA a aussi connu un bond énorme ces derniers mois, qui fait qu'ils ont de plus en plus des outils avancés. Et ils bénéficient du fait que les organisations, ceux qui sont du côté de la défense, ça bouge beaucoup plus lentement, c'est beaucoup moins connecté. C'est ce qui fait que, vous avez tous vu les deepfakes, c'est facile de créer de nouveaux exploits, c'est facile de manipuler de l'information, c'est facile de générer de plus en plus d'attaques. Le fait qu'il y a des organisations qui utilisent des modèles en libre circulation facilite la possibilité d'ingénierer des attaques sur ces modèles-là. Donc à date, je ne veux pas être pessimiste, mais les attaquants semblent avoir plus la forme que la défense. Là. Il faut inverser la tendance. Je vais nuancer un peu, Foutsé. C'est pas si... Non, je veux bien croire en fait que ce n'est pas si dramatique si on a les bonnes hygiènes. L'idée, on le sait tous, ce n'est pas est-ce qu'on va se faire attaquer, ce n'est pas est-ce qu'un système va être mal utilisé, mal exploité, mais quand ça arrive, comment est-ce que, dans nos pratiques habituelles, on s'assure d'avoir pris les précautions de sorte que, le dommage soit le plus contenu possible. On parle vulgairement, en fait, de la micro-segmentation. Voilà, je vais m'en arrêter là. 2,
comment est-ce qu'on est préparé à détecter rapidement? Et oui, Foutet a été là-dessus. Comment est-ce qu'on est préparé à réagir et à réagir ensemble? Les autres, ils mutualisent. Nous, quand ça nous arrive, la réalité, c'est parce qu'on ne veut pas faire les nouvelles, on essaye de se cacher. Non? Non? Voilà. Merci, messieurs. Je crois que c'est le temps de possiblement se quitter. Merci pour les questions. Merci beaucoup pour votre attention. Bye bye.